Alors merci pour cette rencontre tout d'abord parce que, comme l'a dit Fanny, quand on va sur le terrain, quand on rencontre les acteurs de terrain, on se rend compte, si effectivement on doit parler aujourd'hui d'accrochage scolaire, qu'on vit dans notre système scolaire des situations de décrochage. On ne parlerait pas d'accrochage si effectivement nous n'avions pas des situations où une partie de la population scolaire se trouvait en décrochage scolaire. Alors le décrochage scolaire, c'est vrai que c'est une réalité sociale, une réalité que l'on vit aussi dans notre système scolaire et qui a des conséquences qui peuvent être des conséquences dramatiques sur le construit de l'enfant, sur la manière dont l'enfant peut se construire, mais aussi des conséquences dramatiques sur la réalité de l'adulte quand il a affaire à la vie, quand il sort de l'école. Alors depuis plusieurs années, c'est un phénomène qui effectivement a été pris en compte par des responsables éducatifs, par des responsables politiques. Et malgré tout, on voit que la société dans laquelle on vit a plutôt tendance à réaliser, à produire des exclusions plutôt qu'à produire des inclusions et des intégrations. Et l'école n'est malheureusement pas, je dirais, en dehors de ce système de notre société. Alors il est évident que ce problème doit être traité à la fois de manière préventive, de manière curative et doit, dans le pire des cas, aussi faire appel à des systèmes de répression et c'est un peu la manière dont notre société doit répondre à des problématiques d'exclusion. Alors, quand on parle de répression, c'est vrai que parfois on se dit mais jusqu'où peut-on aller ? J'étais récemment au Parlement et on m'interpellait en disant « Madame Arena, que pensez-vous des parents qui prennent leurs vacances en dehors des congés scolaires pour payer moins cher leur voyage et leurs vacances ?» Eh bien, j'ai été très claire. J'ai dit clairement non, il faut responsabiliser le parent au respect de l'école et il doit y avoir aussi des mesures de dialogue avec eux, des mesures de compréhension avec eux, mais il doit aussi, à un moment donné, y avoir des mesures de répression quand il n'y a pas de respect de ce qui constitue une partie de l'éducation de leurs enfants. Et donc là, je pense qu'on doit être très très clair par rapport au rôle pivot que doit jouer l'école dans l'éducation des enfants, sans déresponsabiliser la partie essentielle de l'éducation, qui est la famille, les parents, dans le sens le plus large qui peut s'entendre, et non pas dans un sens conservateur de ce qu'on peut entendre, mais en tout cas de pouvoir avoir ce pilier qui est important dans cette éducation. Alors, pour lutter contre le décrochage scolaire, il convient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur un niveau sociétal, parce que tout ne se passe pas dans l'école, je viens de le dire, et aussi au niveau scolaire. Quand je dis tout ne se passe pas dans l'école, il faut qu'on puisse aller activer les différents leviers, les différents partenaires, les différents acteurs qui prennent l'enfant dans sa globalité, mais aussi dans les différents niveaux de pouvoir. Quand on parle de problèmes socio-économiques dans certaines régions, quand on parle de parents inactifs qui ont des difficultés vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, eh bien c'est aussi pouvoir travailler sur le niveau politique communal, le niveau région wallonne en matière de développement économique, le niveau fédéral, au niveau de la sécurité sociale pour garantir un filet social important et aussi bien entendu au niveau de la communauté française. Et donc c'est tous ces niveaux de pouvoir qui ensemble pourront travailler sur l'avenir de nos enfants. Autre indicateur important, c'est qu'au niveau de l'école, si on a bien entendu une obligation de moyens par rapport à l'accrochage et au décrochage scolaire, on ne peut garantir l'obligation de résultat parce que nous travaillons effectivement sur l'humain et il est très difficile de pouvoir garantir un succès à 100% par rapport aux mesures que nous menons. Alors au sein de l'école, et je pense que c'est ce que nous avons dit aujourd'hui, il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas une vérité, il y a des réalités différentes, il y a des méthodologies différentes, il y a des approches différentes d'une région, d'une école, d'un réseau, d'un pouvoir organisateur, mais en tout cas, toutes les méthodologies qui sont basées sur les processus internes d'accompagnement sont des méthodologies qu'il faut absolument soutenir au travers de la communauté française. Alors d'une manière générale,
Au niveau de la communauté, on entend bien encourager des dispositifs tels que ceux-là. Et d'ailleurs, le contrat pour l'école ne fait rien d'autre que de travailler sur l'accrochage scolaire. Quand on décide de renforcer le nombre de puéricultrices ou le nombre de psychomotriciens dans les écoles maternelles, quand on décide d'accélérer les comptages par rapport aux institutrices maternelles pour faire en sorte que les enfants soient moins nombreux au niveau des classes le plus vite possible, eh bien, c'est lutter contre le décrochage scolaire. C'est favoriser l'accrochage scolaire dès le plus jeune âge. Parce que dès l'école maternelle, les choses se jouent très très vite. Quand je rencontre des experts sur le terrain, des enseignants, et qui me disent « Madame Arena, vous savez qu'en première primaire, quand un enfant vient d'un milieu qui est un milieu défavorisé par rapport à l'apprentissage, par exemple, d'un milieu culturel où on ne parle pas français à domicile, eh bien, il vient parfois avec 600 mots, alors qu'un enfant qui vient d'un milieu favorisé, quand on dit favorisé, c'est un enfant dans lequel on parle français, dans lequel on a des livres, dans lequel on lit, dans lequel on a un lien à l'apprentissage qui est un lien favorable, eh bien, on vient avec un bagage de 1600 mots. Il faut compenser. Il faut travailler sur ces différences. Alors, est-ce que ça veut dire que celui qui vient d'un milieu culturellement défavorisé vis-à-vis des apprentissages est un enfant qui est défavorisé de manière globale? Non, pas forcément. Il a appris autre chose. Il parle une autre langue. C'est pas négatif de parler une autre langue. Il parle une autre langue, il a connu une autre culture. Mais par rapport à l'apprentissage qu'on va lui demander dans notre système de la communauté française, il va falloir venir compléter un certain nombre de choses vite, bien, et qui lui permettent de s'inscrire de manière positive dans notre système scolaire. Dès l'école maternelle, quand on a décidé d'avoir 1000 enseignants de plus au niveau de l'enseignement primaire, particulièrement la première et la deuxième, eh bien, c'est de garantir que ces enfants puissent effectivement avoir les apprentissages de base de manière positive dès le plus jeune âge. C'est de faire en sorte que le savoir lire, le savoir écrire, le savoir calculer soit une donnée qui soit intégrée au moment où on passe aux apprentissages qui sont beaucoup plus complexes dans la scolarité. C'est favoriser l'accrochage scolaire. C'est faire en sorte que nous puissions inverser une machine, que j'appelle une machine infernale aujourd'hui, qui fait que 30% de la population scolaire à 15 ans aujourd'hui en communauté française est en difficulté d'apprentissage sur les savoirs fondamentaux que sont le savoir lire, le savoir écrire et le savoir calculer. Et quand à 15 ans, on est en difficulté sur les savoirs fondamentaux, eh bien, on génère des difficultés sur plein d'autres choses, des difficultés comportementales, des difficultés d'exclusion, des difficultés de rejet par rapport aux autres apprentissages, des réalités d'ennui parfois aussi que vous pouvez vivre à l'intérieur d'une classe, des volontés de se tourner vers d'autres choses. Je rencontrais un groupe d'étudiants récemment dans mon bureau qui étaient des jeunes en difficulté. Ils me disaient « l'école, on n'aime pas ». Et je dis « mais qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous vous sentez bien ?» On ne sait pas trop. Chez vous? Ah non, chez nous, on s'ennuie, c'est pas drôle. Dans la rue, dans les cafés, dans les... Non, je vais exprimer ce qu'il disait. Non, on n'a pas de thunes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut même pas se payer un verre. Et je dis, mais alors où? Alors ils me disent, à 3 mètres devant l'école. Ils disent, parce que finalement, l'école, c'est notre repère, c'est notre lien social, c'est là qu'on se construit. Mais ce qui se passe dans l'école, on n'adhère pas forcément. Et donc, on est à 2 mètres devant l'école. Et je me dis, mais tiens, il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'il soit à 2 mètres dedans, quoi. Si on y arrivait, je pense qu'on aurait déjà gagné beaucoup de choses en matière d'adhésion par rapport au processus scolaire. Et donc tout ça, le contrat pour l'école, toutes les mesures qui sont réalisées sont des mesures qui visent à intégrer l'enfant dans le système scolaire plutôt qu'à exclure l'enfant de ce système scolaire. Alors, je ne vais pas parler du contrat pour l'école de manière générale, mais je vais reprendre quelques décrets qui ont été votés, qui ont été discutés, et surtout en matière d'accrochage scolaire, le décret justement sur l'accrochage et qui a mis en place, qui a reconnu les expériences pilotes qui étaient les expériences des SAS. Alors, je tiens tout particulièrement à dire que si le projet de la communauté française se limitait au projet SAS, il n'aurait pas pris en considération ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la démarche préventive. Et donc, quand on en est à devoir mettre en place des systèmes d'accrochage tels que les SAS,
c'est que quelque part, il y a déjà quelque chose qui n'a pas super bien fonctionné sur certains publics. Mais n'empêche que c'est la réalité. Quand on travaille avec 1 million d'élèves, on doit pouvoir dire, il y a une partie de ces élèves qui, à un moment donné, vont être en difficulté avec notre système scolaire. Que fait-on? Est-ce qu'on part du principe que ces élèves sont perdus? Pas du tout. Je pense que si on a l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, c'est qu'on a la garantie de pouvoir continuer à croire au moins jusqu'à 18 ans, et je suis de celles qui pensent qu'il y a encore moyen de faire bien au-delà de 18 ans, mais au moins jusqu'à 18 ans, de pouvoir garantir à ces enfants, à ces adolescents qu'ils ont leur place dans notre système. Alors on a mis en place effectivement le décret du 15 décembre 2006 qui renforce les systèmes d'accrochage scolaire et qui sont chargés d'accueillir 3 types d'élèves. Premier type d'élèves, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les articles 30, qui sont exclus définitivement des établissements scolaires. Alors, c'est vrai qu'une exclusion, c'est un échec. J'ai jamais rencontré un directeur, un préfet d'école qui dit « j'ai gagné, j'ai exclu ». Je pense que c'est toujours un échec de l'équipe éducative, de l'équipe d'une direction, mais aussi de l'élève et de ses parents. Et donc, quand il y a une exclusion, eh bien, que fait-on? On s'est dit, simplement exclure et remettre l'enfant dans une école sans travailler sur l'enfant et peut-être reproduire l'échec quelques mois plus tard. Donc les SAS, pour ces personnes, doivent pouvoir retravailler avec l'enfant, avec sa famille, avec les centres PMS, sur le projet de l'enfant, sur ses difficultés, sur ses réalités et sur la manière dont on va pouvoir réintégrer l'enfant, l'adolescent, dans un système scolaire. Deuxième type de public, c'est l'article 31, qui sont les adolescents qui sont détachés temporairement de leur milieu scolaire. C'est quoi? C'est un adolescent qui vit une rupture. Absentéisme fréquent, rupture vis-à-vis du projet pédagogique de l'école, exclusion, je dirais, mentale du système scolaire, et donc des enfants qui se mettent dans une situation où ils n'adhèrent plus. C'est un peu ceux que j'ai rencontrés qui disent on est bien à 2 mètres de l'école, mais dès qu'on est à l'intérieur de l'enceinte scolaire, on se trouve en difficulté. Et là aussi, c'est vraiment un travail de reconstruction qui ne met pas une relation de dominant-dominé par rapport au processus pédagogique ou au processus psychologique, mais qui, en fonction du besoin de l'enfant, va réagir et lui apporter ce qui est le plus nécessaire pour lui pour retourner vers un système scolaire. Et enfin, on a le 3e type de public qui est le 31 bis, soit les élèves en décrochage lourd qui ne vont plus à l'école depuis longtemps et pour lesquels on estime qu'un travail en profondeur doit être réalisé pour qu'ils réintègrent le système scolaire. Alors le décret, il a prévu de pérenniser des expériences pilotes. Et là aussi, je pense que dans tout le travail que nous avons à faire en communauté française, nous devons, en tout cas au niveau des responsables politiques, nous inspirer des réalités de terrain. Alors ces expériences pilotes, elles existaient depuis un certain temps. Elles ont fourni des résultats qui étaient des résultats très intéressants par rapport à ces publics en difficulté. Et donc nous nous sommes appuyés sur ces expériences pour faire en sorte que 12 services seront subventionnés au niveau des SAS et ce, au travers de l'ensemble du territoire de la communauté française. Ainsi, les services d'accrochage scolaire seront financés à part égale entre l'enseignement et l'aide à la jeunesse. Et là aussi, c'est une volonté du gouvernement de pouvoir décloisonner certaines réalités qui concernent l'enfant. Et ils bénéficieront d'emplois qui sont à la fois des emplois qui viennent de la région wallonne, les APE, des emplois qui viennent de la région bruxelloise, des ACS, et des moyens qui viennent de la communauté, à savoir des moyens de fonctionnement pour chaque SAS qui sont de 100 000 € et qui leur permet ainsi de pouvoir accueillir les élèves en difficulté. On a aussi, avec l'aide de la région wallonne, renforcé le nombre d'éducateurs qui seront à disposition des écoles dans le cadre de l'accrochage scolaire. Dans le cadre de ce décret accrochage scolaire, on a aussi voulu travailler sur la problématique de l'absentéisme scolaire, parce que, évidemment, c'est très lié. Accrochage, absentéisme, adhésion, motivation. Et donc, par rapport aux absences, on a un peu fait le calcul de ce que pouvait, je dirais, être la somme des absences acceptées pour un adolescent dans notre système scolaire. C'était énorme. Et quand on compare les 182 jours et la réalité de l'élève par rapport à ces 20 demi-jours d'absence non justifiée, plus quand une école compte 3 heures, ne la compte pas comme une absence injustifiée, mais comme
Bon, voilà, il n'est pas là, c'est pas grave. Eh bien, on s'est dit, un enfant peut vraiment passer plus que la moitié de son temps en dehors de l'école. Et donc, pour éviter ces situations, on a d'une part harmonisé le comptage de ces absences injustifiées, et donc, dès qu'il y a 1 heure d'absence injustifiée, et donc il ne peut pas être expliqué par le fait qu'on ait raté un bus ou par le fait, mais 1 heure d'absence injustifiée, eh bien, elle doit être comptabilisée comme étant un demi-jour d'absence pour l'élève. Et donc, c'est une approche qui est assez dure par rapport à l'absentéisme, mais qui doit remettre un certain nombre de règles auprès de l'adolescent. Moi, j'ai rencontré des adolescents qui avaient l'impression d'avoir un droit d'absence injustifié. Ils comptaient, ils disaient, vous savez, j'en ai encore autant. Ils faisaient un petit calcul. Et puis, vous pouvez rien faire tant que je ne suis pas arrivé à mon quota. Donc, je trouve que là, il faut éviter de faire croire à l'enfant qu'il est dans un régime de droit et pas dans un régime de devoir. Son premier devoir, c'est d'aller à l'école. Ça, c'est le premier qu'on doit lui demander. Et puis, c'est de pouvoir intégrer ce qu'on lui donne effectivement dans cette école. Et puis, on a voulu aussi, comme je disais tout à l'heure, décloisonner les systèmes. Et c'est vrai qu'on avait un système très administratif dans certains cas entre la direction d'école et l'aide à la jeunesse. 20 demi-jours, on envoie administrativement à l'aide à la jeunesse. Et l'aide à la jeunesse, elle a des tiroirs de 20 demi-jours. Et elle se demande comment elle doit agir avec ces tiroirs de papier de 20 demi-jours. Donc on a dit, mais tiens, finalement, il y a des élèves qui, dès le premier jour, sont en danger. Dès le premier jour d'absence, il y a des élèves qui sont en danger. Et par contre, on a des élèves qui, après 5 jours, ne sont pas forcément en danger. Et donc on a dit, ayons une relation qui est une relation de qualité entre une direction d'école et l'aide à la jeunesse, et non pas une relation administrative. Et donc, dès qu'une direction d'école estime qu'un enfant est en danger, je prends un exemple, un enfant qui vient d'un SAS, qui réintègre une école, au premier jour d'absence, cet enfant est en danger, parce qu'il reproduit un système qu'il a déjà réalisé dans une autre école. Et donc, il ne faut pas attendre qu'il soit absent 20 demi-jours. Il faut que dès que cet enfant sort du système scolaire, on doit le rappeler à une certaine règle, on doit l'accompagner par rapport à ce qui se passe. Et donc, celui-là, il ne faut pas attendre 20 demi-jours pour pouvoir dire à l'aide à la jeunesse, attention, cet enfant est en difficulté. Un enfant qui sort d'une cure de désintoxication est un enfant qui, dès le premier jour d'absence, sera un enfant en danger. Et donc, il faut vraiment veiller à ce que ce lien entre école et aide à la jeunesse soit un lien de qualité et non pas un lien administratif qui permet vraiment de prendre en considération la réalité de l'enfant. Alors, en plus de ce décret lutte contre le décrochage ou accrochage ou programme d'action pour l'accrochage scolaire, il y a bien entendu aussi d'autres actions qui sont menées dans les écoles. Je citerai ici les équipes mobiles, les médiateurs qui permettent aussi de travailler sur des réalités d'école spécifiques à l'école et qui permettent d'intervenir avant les crises, pendant les crises et après les crises, et ce, en soutien des équipes pédagogiques à l'intérieur de l'école. Quand on parle d'accrochage et de décrochage scolaire, je m'en voudrais de ne pas aborder la problématique de la violence. Alors la violence, c'est vraiment une réalité que l'on vit, je le disais tout à l'heure, dans notre société. Personne ne pourra vous dire que notre société n'est pas une société de violence. Quand on regarde les rapports entre les individus, les rapports de force, les rapports de dominant-dominé, c'est une société qui est dictée par ces rapports violents. Et bien entendu, l'école, quand vous avez 1000, 2000, parfois 3000 élèves à l'intérieur d'une école, bien entendu, les rapports que ces jeunes viennent transporter dans l'école sont des rapports qu'ils ont vus, qu'ils ont entendus, qu'ils ont intégrés depuis un certain temps et qu'ils, bien entendu, pratiquent à l'intérieur de l'école. Est-ce qu'il faut l'accepter? Non. Bien sûr que non. Et je pense qu'à tous ceux qui disent c'est une fatalité, la société est violente et donc l'école est forcément violente, je dis, je pense que si l'école n'était pas là, et si vous n'étiez pas là pour travailler au quotidien sur la réalité de ces enfants, eh bien, je pense que l'école serait une vraie jungle. Et c'est grâce au travail qui est fait au quotidien, dans les écoles, par les équipes éducatives, les éducateurs, les directions d'école, qu'on arrive justement à avoir des écoles où
je pense qu'on peut dire que, excepté des cas bien précis qui sont des cas de violence extrême, on arrive à canaliser des situations de violence. Même si votre métier devient de plus en plus difficile parce que le transport de violence est de plus en plus important, je pense que si on n'avait pas ce travail de fond, ce serait un vrai désastre par rapport à la situation de nos jeunes aujourd'hui en communauté française, mais je pense de manière générale. Et donc, à tous ceux qui disent on ne fait rien, la violence n'est pas prise en considération, eh bien, je les invite à aller dans les écoles, à gérer 1000, 2000, 3000 jeunes parfois, et de voir ce qui est fait concrètement sur le terrain pour gérer ces problématiques de violence. Mais il faut faire plus encore, il faut qu'on soit vigilant. Et donc, par rapport aux violences en communauté française, nous avons, d'une part, je dirais, travailler sur la formation initiale, et donc j'ai demandé à Marie-Dominique Simonet qu'on puisse, au niveau de la formation des futurs enseignants, prendre en considération des gestions de conflits qui sont plus importantes peut-être aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier, parce que le rapport à l'autorité a changé, le rapport, je dirais, au savoir a changé, et donc il y a des choses à prendre en considération. Nous voulons aussi travailler sur la formation continue des enseignants pour pouvoir prendre en considération ces réalités, et nous organisons d'ailleurs les samedis de l'enseignement qui sont les stratégies pour la prévention de la violence en milieu scolaire et qui commencent à partir de ce 10 novembre jusqu'au 23 février. Et donc il y aura 5 samedis d'affilée. Vous serez invités, vous aurez l'information sur renseignement.be, et donc je vous engage à pouvoir participer à des actions de formation telles que celle-là qui permettent de faire encore plus, encore mieux ce que nous pouvons faire en matière de violence dans les écoles. Et je terminerai par un autre débat que nous devrons mettre sur la table, je pense, sans tabou, en communauté française, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les niveaux de pouvoir, ce sont les problèmes des assuétudes. Je pense que c'est une réalité avec laquelle nous devrons absolument travailler, faire face et mettre en place un certain nombre de dispositifs. Quand j'ai dit à un moment donné que je n'étais pas opposée à la circulaire de Waal, je ne sais pas si on se souvient de cette PLP 41, PLP 41, ça voulait dire quoi? Moi, je trouve qu'il est inacceptable que des dealers sur le parvis des écoles viennent mettre nos enfants en difficulté. Je trouve qu'il est inacceptable que ces enfants, quand ils rentrent dans l'école, soient explosés à 8 heures du matin. Je trouve qu'il est inacceptable que nous ayons des enfants dans notre société qui, à partir de l'âge de 15 ans, sont complètement perdus parce qu'ils ont été approchés par ce genre d'individus. Et donc, on doit, que ce soit avec la police, que ce soit avec les éducateurs, que ce soit de manière préventive, que ce soit à l'intérieur de l'école, que ce soit à l'extérieur de l'école, travailler sur ces problèmes d'assuétude. Je parle des drogues, je parle de l'alcool, je parle des médicaments, je parle du mal-être qu'aujourd'hui on peut vivre chez les enfants, chez les adolescents, et qui trouvent une partie de solution dans ce type de substance et qui met à mal la construction de ces enfants. Et on doit en parler sur un plan médical, sur un plan justice, mais aussi sur un plan éducation. Et je vous donne rendez-vous rapidement sur cette thématique qui, à mon avis, si on veut continuer à travailler de manière positive sur l'accrochage scolaire et lutter contre le décrochage, on ne fera pas l'économie de cette réflexion. Et donc je vous invite très vite à parler de ce sujet sans tabou, mais en essayant d'apporter les solutions qui conviennent à nos enfants. Merci. Alors, ces animations de groupe, dont Madame de Bardemacher va vous toucher un petit mot, sont des animations passionnantes qui suscitent un questionnement sur soi, sur ses valeurs, sur ses représentations du travail, des métiers. C'est une polysémie du mot travail. Tout cela nous amène à l'émergence d'un processus, car l'orientation est un processus éducatif et non un acte isolé. Ne nous instrumentalisez pas en centre PMS, parce que c'est vraiment ensemble que nous sommes convaincus que nous devons construire, en équipe PMS d'abord, puis avec les directions et les enseignants, notre manière de travailler le décrochage et l'accrochage scolaire. C'est ensemble qu'il faudra sortir le jeune du décrochage, déjà démotivé de ces intériorisations de mauvais élèves, de cancres de la classe, d'élèves à problème,
vivant progressivement ses difficultés à écouter, à apprendre, à se concentrer et à respecter les contraintes scolaires comme une sorte de fatalité. Le triptyque des valeurs dominantes sont l'immédiateté, l'apparaître et le conservatisme. Une certaine rigidité dans la représentation qu'ils ont d'ailleurs dans les clivages des métiers hommes et femmes. Vivant progressivement ces difficultés, nous avons décidé de travailler ce triptyque aussi et d'intégrer ça dans nos modules de travail sur la démotivation, sur la manière de se mettre en projet et aussi de choisir son orientation. Finalement, nous rejoignons pleinement ce que Paul Ricoeur disait, estime de soi, la sollicitude, c'est-à-dire l'attention vers les autres, est-ce que je peux me construire librement sans faire attention aux autres, et dans un monde solidaire, et dans des institutions justes, pour pouvoir donner aux jeunes l'envie de se projeter dans un avenir en redécouvrant finalement le sens de l'effort et du travail. Je terminerai par ce fameux pari sur l'incertitude d'Edgar Morin. Il faut s'efforcer de bien penser, de lutter contre le mensonge à soi-même et l'erreur, élaborer et pratiquer des stratégies, voire des tactiques, disait Bernard Charlot. Si tu dois aller de Bruxelles à Marseille et qu'il y a un embouteillage dans le tunnel sous Fourvière qu'on connaît tous à Lyon, il faut des itinéraires bis. Comment vas-tu te positionner si tu faisais des rêves et que tes rêves, pour le moment, sont un petit peu en panne? Il faut un itinéraire bis. On doit pouvoir travailler ça ensemble. Travailler et continuer avec le jeune l'estime de soi et la question du sens pour faire avec eux des orientations valables et non subies. C'est quand on a été très blessé qu'il est important d'être très accueilli. Un grand principe, la centralité du questionnement. Merci. Bonjour. Mon intervention face à vous aujourd'hui en tant qu'enseignante et coordinatrice vise vraiment à vous transmettre le contexte institutionnel dans lequel nous travaillons, ainsi que quelques réflexions suite à nos 3 années d'expérience. Notre projet d'école au centre scolaire Ma Campagne est particulier, car il se fonde sur une offre d'enseignement diversifiée. En effet, nous proposons les 3 filières, générale, technique et professionnelle. La majorité des professeurs enseignent dans ces 3 filières dans notre établissement. Et nous sommes particulièrement attentifs à réaliser un travail d'orientation cohérent de la première à la 7e, par des interventions spécifiques envers les parents et envers les élèves. Vous comprendrez que même si l'expérience de nos ateliers est circonscrite au 4e technique, elle se greffe dans un contexte d'orientation préétabli, connu de tous, qui facilite grandement notre tâche. Pourquoi privilégier les 4e techniques pour ce projet? Tout d'abord, nous avons pu constater au quotidien que des élèves mal orientés, démotivés, posaient de sérieux problèmes de décrochage scolaire en 5e technique. De plus, le choix d'orientation en fin de 4e doit être mûrement réfléchi, puisque l'élève ne peut plus en changer lors du 3e degré. Or, nous accueillons chaque année 50% de nouveaux élèves en 4e technique. Beaucoup ont obtenu une attestation B en juin, trop peu préparée. Ils proviennent principalement d'écoles qui ne proposent que de l'enseignement général. Ils ont dû choisir leur orientation et leur école dans l'urgence. Pour éviter cette situation, il nous semble essentiel de soigner l'orientation dès le début du 3e trimestre, tant avec les élèves qu'avec les parents. C'est pourquoi nous jugeons les conseils de classe de Pâques aussi importants que ceux de Noël et juin, et nous tenons vraiment à pouvoir prendre du temps pour chaque élève en difficulté, même s'il n'a pas fait partie de nos ateliers. Nous voulons donner un espace et du temps à tous pour réfléchir au meilleur choix d'orientation de l'élève, comme l'a très bien dit mon collègue. Nos ateliers d'orientation et motivation débutent dès janvier, suite aux délibérations de Noël. Le conseil de classe, donc l'ensemble des professeurs, pointe une dizaine d'élèves en échec, comme étant les plus à même de profiter de ce travail de réflexion.
soit parce que leurs difficultés se concentrent essentiellement dans leur option, soit parce que les professeurs les sentent peu motivés et pourtant capables de réussir. En tant qu'enseignante et coordinatrice, je fais la proposition de participation à ces ateliers aux parents et à l'élève lors de la remise du bulletin de Noël. En 3 ans, je peux vous dire que tous les étudiants à qui nous avons proposé ces ateliers ont accepté d'y participer, car ils semblent soulagés de cette main tendue alors qu'ils se sentent très démunis face au constat d'échec. À partir de l'acceptation de participation, nous considérons les parents comme des partenaires indispensables. Nous les réunissons une première fois avant le début des ateliers pour préciser le cadre, les objectifs, les méthodes et l'importance de leur collaboration. Nous les voyons également ensemble en fin d'atelier pour qu'ils nous transmettent leur feedback sur l'évolution de leur enfant à domicile. Dans l'avenir, nous souhaiterions encore plus les impliquer par la mise en place d'un groupe de discussion où nous réfléchirions sur nos représentations des causes de l'échec et au sens à donner au travail. Depuis 3 ans, M. Guilissen et moi-même, nous réunissons régulièrement pour préparer et évaluer notre travail, ce qui nous permet évidemment de le faire évoluer. Alors je vais vous donner quelques petites réflexions qui nous semblaient importantes de partager avec vous aujourd'hui. Nous avons constaté combien l'analyse de la demande de l'élève et la précision du cadre de travail dans lequel nous vivions étaient importantes afin que les élèves qui n'ont jamais connu cette façon de travailler dans l'école soient rassurés et comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Les élèves sont demandeurs de rencontres peu espacées, car ils constatent par eux-mêmes des difficultés à tenir leur motivation et leur bonne résolution dans le temps. Les élèves apprécient particulièrement les témoignages de professionnels qui leur expliquent leur parcours, leurs difficultés et leurs réussites sous-tendues par le goût du travail, la volonté et le fait d'y croire. Notre difficulté en tant qu'animateur est de faire évoluer l'attitude peu autonome des élèves, de leur faire prendre du recul, de les rendre plus sûrs d'eux, de les aider à pointer leur réussite, si minime soit-elle, de rechercher leurs ressources cachées plutôt que leurs problèmes apparents. Ce qui leur permet de penser autrement en recherchant des solutions concrètes et progressives. Ils retrouvent une liberté de choix de réussite. Pour conclure, je vous dirais que les observations positives, la satisfaction des élèves et des parents nous confortent dans notre travail où tous les partenaires de l'école sont pris en compte pour atteindre un objectif commun. Donner du sens à ce que l'on fait pour se mettre en projet. Un projet de réussite dans un climat institutionnel propice. Cette expérience est possible parce qu'elle entre dans la culture de l'école et que l'école nous en a donné les moyens. Merci de votre écoute. Voilà, l'Institut Félicien Rops à Namur, c'est 1100 élèves du technique et du professionnel. Alors, c'est une école, mais c'est surtout d'abord une équipe. Une équipe qu'on essaie d'avoir le plus fixe possible, avec des profs super motivés, des profs qui ont envie d'y rester, avec des élèves également super motivés, pas toujours en arrivant, puisque chaque année, nous accueillons 450 nouveaux élèves venant de tous les horizons possibles, et qui rejoignent donc notre école soit en 3e, soit en 4e, soit en 5e année. Alors ces jeunes, comme disait Madame la Ministre tout à l'heure, le but est de les faire rentrer dans la cour de récréation et de leur permettre d'y rester, parce que parfois ils se retrouvent encore 2 mètres en dehors, mais c'est uniquement là parce qu'on manque parfois un petit peu de place. Alors dans ces équipes, il y en a avec moi aujourd'hui, nous avions présenté pas mal de sujets pour expliquer comment nous travaillions également dans cette école en pédagogie différenciée. Et dans cette équipe, il y a vraiment aussi quelqu'un que je vais vous présenter qui travaille depuis des années et qui arrive à éviter ce décrochage scolaire. Chaque année, il y a des élèves qui rejoignent son option et qui la rejoignent avec parfois en 2e ou 3e choix. Et là, non seulement ils restent, mais ils réussissent.
Alors, ils réussissent pas parce qu'on leur donne leur diplôme. Non, il n'est pas marqué distribution automatique au-dessus de la porte d'entrée. Pas du tout. Ils réussissent parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui a une rigueur professionnelle étonnante. C'est Madame Hénès, qui est donc professeure dans l'option agent en accueil et tourisme, et donc qui accueille des élèves qui arrivent en touriste, et elle en fait des agents en accueil et tourisme. Je vais lui demander de vous expliquer comment. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Et les matières que j'enseigne, c'est l'organisation des entreprises du tourisme et les techniques d'accueil qui sont donc des techniques de communication. Je suis également dans mon option maître de stage donc pour les élèves. Alors accrochage, défi, encouragement, motivation, des maîtres mots qui devraient être le quotidien de tous les formateurs désireux d'apprendre quelque chose aux apprenants. À mon sens, l'enseignement commence pour le professeur par une connaissance approfondie de la matière. Des bases solides sont indispensables et des mises à jour régulières sont incontournables afin d'être crédibles aux yeux des élèves. Dans l'enseignement technique dont je fais partie, la relation avec le monde professionnel est l'essence même de ce type d'apprentissage. J'ai la chance d'avoir une expérience professionnelle de 20 années dans le tourisme et dans la communication. Nos élèves choisissent, entre autres, l'enseignement technique parce qu'ils voient l'opportunité d'apprendre un métier plus rapidement. Ils espèrent également avoir une approche qui leur convient mieux, une manière plus pratique d'aborder les choses, et c'est à nous, les enseignants, d'être à la hauteur et de ne pas les décevoir. Donc, la motivation des élèves va dépendre en premier lieu de la motivation personnelle de l'enseignant. Il n'y a sans doute pas de recette miracle, je n'en ai pas non plus, et nul ne peut prétendre toujours arriver à son objectif. Mais l'important, je pense, c'est d'y croire et de tenter le maximum pour atteindre son but. Cela demande beaucoup de temps, beaucoup de dévouement, bien plus que le nombre d'heures à donner, bien plus que des préparations et des corrections. Pour exercer mon métier, auparavant, je devais aimer les gens. Aujourd'hui, c'est identique. Je dois aimer mes élèves, je dois aimer mon métier, avoir envie de m'occuper de chaque individu et les mener tous à la réussite. Depuis que j'enseigne, je n'ai jamais envisagé une seule année sans projet. Et donc, je suis à l'affût de ces projets, des projets qu'on me propose. Et le principal objectif de mes projets, c'est bien entendu la motivation des élèves. En utilisant des méthodes variées, par exemple, mettre les élèves en situation sur le terrain, établir des liens entre les cours de l'option, c'est ce que nous appelons l'interdisciplinarité. Élargir les connaissances des élèves. Voici quelques exemples que je vais vous donner sans prétention de projets qui contribuent à atteindre mes objectifs. Pour commencer, nous demandons aux élèves la création d'une visite guidée trilingue de Namur en situation réelle. Ce projet permet à une petite dizaine de collègues de travailler en interdisciplinaire et de mettre les élèves en situation professionnelle pour arriver en fin d'année à présenter cette visite en épreuve de qualification. Donc avec un public véritable, un vrai public, des vrais touristes, comme ils pensaient être tout au début. Je propose aussi aux élèves la réalisation de ce que j'appelle un éduc-tour. En 6e année, j'organise en lieu et place du stage de 3 semaines en entreprise qui est proposé aux élèves de 5e année, 3 semaines de visite en Belgique ou à l'étranger, durant lesquels les élèves découvrent, travaillent et mènent à bien leurs travaux. Ce projet est également interdisciplinaire. Nous travaillons à plusieurs collègues avec les élèves afin qu'ils s'identifient à des professionnels du tourisme sur le terrain. Par exemple, nous nous rendons à Rome, à Londres, à Bruges ou ailleurs, selon les années et selon les budgets qu'on trouve. Et ils doivent se rendre crédibles aux yeux des professionnels du tourisme pour obtenir des informations avec pour objectif de créer une brochure de voyagistes. Donc, ils doivent parler la langue du pays, se présenter comme des professionnels et avoir des connaissances suffisantes. Je demande aussi à mes élèves de présenter leur épreuve de qualification en fin d'année en public, sous la forme d'une foire du tourisme. Les élèves créent un stand de présentation de leur visite guidée et doivent pouvoir répondre à leurs interlocuteurs dans toutes les langues qu'ils ont apprises. Le résultat, pas d'échec en qualification depuis l'existence du projet. Ce qui motive sensiblement les élèves également, c'est la confiance que nous plaçons en eux. Pour leur prouver cette confiance, je m'engage avec eux pour de véritables prestations pour tiers.
Par exemple, chaque année, nous organisons ce qu'on appelle ici à Namur la route des plaques pour le comité central de Wallonie à Namur. C'est une prestation difficile, exigeante, qui demande des efforts considérables de la part des élèves qui prennent la parole devant plusieurs centaines de personnes. Mais c'est vraiment la fierté qui les envahit lorsqu'ils ont terminé et réussi leur prestation. Dans 10 jours, je serai à nouveau dans ce théâtre et plusieurs de mes élèves seront ici, sur cette scène, pour distribuer les Bayards d'or au Festival international du film. Nous sommes l'équipe d'accueil, avec ma classe de 6e tourisme, l'équipe d'accueil et d'information dans ce Festival international du film francophone de Namur. Cette prestation aussi leur demande beaucoup de maîtrise d'eux-mêmes, des exigences nombreuses et pourtant, tous les élèves de la classe sont là. Les jours fériés, les samedis, les dimanches, de 8 à 22 heures. Pas le moindre décrochage, pas l'ombre d'une absence pendant ce temps-là. Donc je trouve que c'est un signe. Je pourrais encore énumérer de nombreux exemples, mais on m'a donné 5 minutes. Donc j'en terminerai en disant que la réussite de nos élèves n'est pas un hasard et que nous devons leur réserver toute notre attention, notre créativité, notre dynamisme. Il doit sans cesse aussi être question de rigueur, de respect mutuel, sans lesquels on ne peut rien réaliser. J'essaye d'être un exemple à leurs yeux. Et lorsque je leur dis que sans les langues étrangères, ils ne décrocheront pas d'emploi digne de leurs espérances, je leur parle moi-même dans ces langues-là. Et je les place dans des situations où ils doivent les utiliser. Lorsque nous travaillons à l'extérieur, je porte moi aussi le même uniforme qu'eux et je preste avec eux. Pour conclure, je dirais qu'il faut se dépenser sans compter. Merci de m'avoir écouté. Voilà, alors moi je voudrais résumer par quelques mots. Je crois que c'est vrai, il n'y a pas de miracle. Si on veut motiver les élèves, il y a des mots-clés. Les mots sont dynamisme, ouverture vers l'extérieur, rigueur et motivation. Et je voudrais aussi conclure en vous expliquant comment moi je conçois le rôle du chef d'établissement dans tout ça. Ce n'est pas le rôle d'une directrice, c'est le rôle d'un chef d'équipe. Moi, je suis le chef d'équipe. C'est à moi qu'ils font appel chaque fois qu'il y a quelque chose qui vraiment ne va pas bien se passer au dernier moment pour trouver la solution miracle. C'est moi aussi qui suis là parfois pour trouver les projets, mais surtout pour les soutenir, pour les aider à réaliser ce qu'eux mettent en place. Donc, c'est moi qui aménage les horaires, je rectifie s'il y a des élèves qui doivent sortir, etc. C'est moi qui choisis les équipes de travail au départ en fonction de ce qu'ils ont réalisé. Et je dirais que j'essaie surtout de permettre à tous de croire aux projets réalisés. C'est aussi avec ceux qui réalisent ces projets que nous établissons des bilans. Et une fois que les bilans sont faits, eh bien, on rectifie le tir éventuellement pour l'année suivante s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ça, c'est aussi, je crois, un des rôles essentiels du chef d'établissement, c'est de remettre toujours tout en jeu. Rien n'est jamais gagné d'avance. Dans l'enseignement technique et professionnel, nous sommes face à des collaborations très nettes avec évidemment des équipes de professionnels, des gens du métier. Et c'est leur jugement à eux aussi qui doit nous guider. Nous avons des sections qui tournent de manière fabuleuse depuis des années, mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notre rôle c'est de rassembler tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table et de dire comment va-t-on arranger ça. Nous avons vu, par exemple, que nous avions quelques petits problèmes qui arrivaient dans une section. Eh bien, nous avons rassemblé tous les maîtres de stage et nous avons établi avec eux un projet précis sur les 3 années de l'enseignement professionnel du degré supérieur. Donc, je dirais que le rôle du chef d'établissement, c'est d'être là, d'aider pour le concret. C'est aussi de permettre à tous d'y croire, aussi bien aux professeurs qu'aux élèves. Les élèves y croient toujours quand ils n'ont pas l'impression d'être le sujet d'une injustice. Tout le monde y croit quand on a l'impression de ne pas être le sujet d'une injustice. C'est pour ça que nous sommes très attentifs dans l'école à tout ce qui est mode d'évaluation et respect du programme et de la pédagogie des compétences. Voilà, je dirais que sur le terrain, cette année, nous avons un changement précis. Nous essayons d'être beaucoup plus efficaces pour le relever, pour le contrôle des absences injustifiées. On a essayé, ça a l'air de bien se passer, puisque, je vous le rappelle, en accueillant 450 nouveaux élèves chaque année et en ayant le besoin de les rescolariser, ce n'est pas toujours évident. Il faut le temps de connaître ces élèves.
Alors, quand on les connaît déjà, d'année en année, c'est un peu plus facile, mais quand il y en a d'autres qui arrivent comme ça, il faut être très vigilant. Nous essayons cette année de l'être dès le départ et de demander chaque jour la justification d'une absence de la veille, s'il y a eu une absence qui n'a pas été justifiée. Donc, on essaie d'être vraiment là, directement sur le terrain. Et pour conclure, je dirais que peut-être la raison du fait qu'on est ici, toute une équipe, c'est que à Félicien Rops, on s'amuse beaucoup. S'amuser ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est vrai, on s'amuse beaucoup. Bon. Moi aussi, on rit énormément. Parfois parce que c'est un des moyens de résister, mais surtout aussi parce que travailler ne veut pas dire s'ennuyer. Merci à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous permettez, je vais me situer très rapidement. En fait, je travaille au département formation de la province de Liège et j'insiste là-dessus parce que, par vocation, ce département travaille avec tous les opérateurs de formation et tous les réseaux d'enseignement. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, il est bien clair que ça s'adresse aux élèves, aux familles, aux écoles de tous les réseaux d'enseignement. Voilà, cela étant posé, M. Ercolini le dit effectivement, parmi mes fonctions, mes tâches, j'ai à assurer la présence provinciale au sein des espaces tremplins. En fait, les espaces tremplins, c'est un nom particulier pour les services d'accrochage scolaire. Je ne vais pas m'appesantir longtemps, M. Ercolini vous en a parlé, Madame la ministre l'a fait d'entrée de jeu tout à l'heure. Simplement rappeler qu'un espace tremplin, un SAS, un service d'accrochage scolaire, c'est une structure autonome. Elle est en dehors de l'école. Et elle a pour objectif d'accompagner un jeune qui rencontre des difficultés au plan scolaire. Soit parce qu'il a été exclu et que pour des tas de raisons, finalement, il n'est pas bon qu'il rentre directement dans une nouvelle école. Il faut d'abord faire un temps de réadaptation, de rééquilibrage, de recadrage de ses comportements. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième, c'est le jeune qui est en crise, oui, et qui, lui, va avoir un petit moment où, manifestement, sa présence à l'école n'est pas bonne pour lui et parfois pas bonne pour les autres non plus. Et alors, on va lui proposer de passer 1 mois ou 2 dans une structure de ce type-là. Et puis, il y a les élèves qui sont des décrocheurs lourds, ceux que l'on n'a plus vus dans des écoles depuis des mois, ceux dont la seule présence à l'école est un dossier qui dort au fond d'une armoire. Eh bien, c'est à l'égard de ces élèves-là qu'on a mis en place des services d'accrochage scolaire. Nous les prenons, notre objectif, c'est le plus rapidement possible, mais pas uniquement travailler sur la vitesse, le mieux possible, les ramener dans soit un enseignement scolaire, soit dans une structure de formation qui répond à l'obligation scolaire. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où le SAS est un service qui est agréé, automatiquement, tout au long du passage du jeune à l'intérieur du SAS, il est considéré comme respectant l'obligation scolaire. C'est fondamental, évidemment. Alors, pourquoi parler en province de Liège d'espace tremplin, puisque il y a un nom particulier? C'est parce que c'est un projet un peu original, dans la mesure où, actuellement, les services d'accrochage scolaire sont pratiquement tous constitués en ASBL, donc en structure de droit privé. Elles sont, comme Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, elles sont aidées par la communauté française, elles reçoivent de l'argent de l'aide à la jeunesse, elles reçoivent de l'argent de l'enseignement, ça leur permet d'engager du personnel, de faire fonctionner leur structure. Et la province de Liège a dit, écoutez, puisque ça semble être quelque chose qui est intéressant, qui apporte une réponse assez cohérente, efficace, nous allons ajouter complémentairement à l'aide apportée par la communauté française, nous allons y ajouter des subsides complémentaires et du personnel complémentaire. Ce n'est déjà pas mal en soi, mais à une condition, c'est qu'on respecte une charte. Et cette charte, elle dit qu'à partir du moment où les élèves sont en problème, il faut d'abord avoir une approche qui est systémique.
Autrement dit, il faut approcher à la fois le volet social de l'élève, son volet familial. Il est clair que très souvent, les problèmes qu'il a à l'école ne sont qu'une transposition de ce qu'il vit à l'extérieur de l'école. Mais aussi un troisième volet, c'est le volet scolaire. Je vous ai dit, ils viennent là-bas pendant 1 mois à 6 mois. Vous imaginez que si un jeune est déjà en difficulté avec l'école, au bout de 6 mois, s'il n'a plus vécu l'école, il sera encore un peu plus décroché qu'avant. Donc il faut lui proposer quelque chose qui ait aussi un aspect scolaire. Peut-être un peu plus particulier, peut-être un peu vécu autrement, mais il n'empêche quand même que l'apport que nous avons voulu par le biais provincial, c'est de mettre aussi à disposition des professeurs qui viennent travailler avec des éducateurs, puisque c'est une approche pluridisciplinaire. J'ajouterai aussi, parce que c'est une des originalités, et d'ailleurs le décret du casier Sabre nous le permet, je ne dis pas il nous incite, mais il nous le permet en tout cas, c'est de travailler avec des structures qui sont à la fois de droit privé, des ASBL, et des pouvoirs publics. Je vous ai parlé de la province de Liège, c'est vrai, mais il faut dire aussi que des villes, je pense à Verviers, je pense à Sera, je pense à Warem notamment, actuellement, qui ajoutent aussi de l'argent et qui disent, eh bien, s'il y a l'argent de la communauté française, s'il y a l'argent de la province, et si on y ajoute en plus l'argent de la ville qui va mettre à disposition des locaux, donc faire gagner encore des moyens à l'entreprise, alors il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'efficient, d'efficace. Quels sont les avantages de ce genre de système? Eh bien, c'est que plutôt que de dire, comme on le fait trop souvent malheureusement, nous allons chacun disséminer nos petits moyens et de manière tout à fait anarchique créer nos petits sas un peu partout, on se dit non. Rassemblons nos moyens et allons les situer là où ils sont vraiment utiles, où ils répondent à un vrai besoin. Problème de proximité, pourquoi? Parce que ce sont des familles qui sont souvent, je ne dis pas toujours, mais qui sont souvent en difficulté économique. Si vous allez leur dire que pour les aider, tout ce que vous avez trouvé comme système, c'est de leur faire payer en plus un abonnement de chemin de fer, c'est pas la bonne solution. Donc, essayons de ramener, de recréer une proximité pour ces familles-là. Deuxièmement, parce que si vous allez dire à un jeune qui est déjà en situation de refus, de décrochage par rapport à un certain nombre de règles, que pour lui faire plaisir et pour l'aider, on va le faire travailler à 30 km ou 35 km de chez lui, donc on va lui donner le privilège de se lever 1 heure plus tôt le matin et de rentrer 1 heure plus tard le soir, c'est pas gagné non plus. Donc, on essaye de rapprocher et de multiplier les structures. Ce qui veut dire concrètement qu'en réalité, il y a 3 SAS qui sont agréés sur le territoire de la province de Liège, avec les ASBL aux sources, rebond et compas format, mais grâce aux apports de la province et des villes qui nous aident, ça nous a permis, dans l'état actuel des choses, de mettre 5 implantations et, avec l'espoir, bien entendu, de quadriller au mieux possible, sans tomber dans l'excès, bien entendu, mais de quadriller au mieux possible et de donner aux gens une réponse de proximité. Cela étant dit, c'est vrai que les SAS, ça répond déjà à pas mal de problèmes, notamment comportementaux chez les jeunes. Mais encore, il est clair que les problèmes que ces jeunes-là rencontrent sont d'abord très, très diversifiés. En plus, ils sont très complexes. Et si un SAS peut apporter une réponse, ce ne sera jamais qu'un élément de réponse. Il y a des tas de choses que le SAS devrait pouvoir faire et qu'il ne sait pas faire, mais que d'autres gens savent faire. Et c'est en cela que c'est une extension, si vous voulez, du projet, c'est d'essayer de mettre les SAS, de les insérer dans un complexe plus vaste qui serait une expérience de maillage social. Alors, cette expérience, nous la menons depuis 2 ans, depuis 2005, et de manière très localisée, parce que il faut d'abord installer les choses. On les a mises en place sur le territoire de Serein, avec l'espoir, bien entendu, de transposer le plus rapidement possible. Quelle est l'idée, finalement? Bien, c'est de se dire, d'abord, c'est au sein de l'école que les choses doivent se passer.
Pas forcément se régler, se résoudre, mais en tout cas, prendre leur origine, commencer à démarrer. On a mis en place ce que l'on appelle un processus alterne d'accompagnement. Quel est le principe? C'est au départ d'un certain nombre d'indicateurs. Il n'y en a pas beaucoup, 3, 4, mais qui permettent vite, parce que vous savez que plus vite on intervient, plus on a des chances de trouver une solution. Eh bien, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs, et dès que l'on voit qu'un jeune, petit jeune homme, petite jeune fille commence à déraper, tout de suite, on intervient. Alors l'intervention, c'est quoi? Quand je dis l'école, il faut être très clair. J'entends par école aussi bien l'établissement scolaire que le CPMS, que nous considérons, nous, comme deux éléments indissociables. Ça, c'est évident. On intervient. On voit le jeune et d'abord on lui rappelle la règle. On lui dit, écoute, ce que tu vis là-bas pour le moment, la situation que tu vis pour le moment, nous ne pourrons plus l'accepter. Il va falloir que tu changes, pour toi comme pour les autres. Mais nous sommes bien conscients que peut-être toi seul, tu ne vas pas pouvoir changer. Tu as un certain nombre de leviers, mais tu ne les as pas tous. Et nous allons essayer de trouver quels sont les leviers par rapport à la situation que tu vis, quels sont les leviers que l'on pourrait mettre en place pour t'aider à reconstruire un comportement qui est plus adéquat avec la norme scolaire, parce qu'il y en a une. À qui peut-on faire appel? Bien, on peut faire appel, ça dépend un peu est-ce que c'est une précarité financière, une fragilité psychologique, une maltraitance, ou une mauvaise entente familiale, ou il y a des tas de situations. Donc on essaie de créer quelque chose qui va faire intervenir le CPAS, le SAJ, le service de médiation scolaire, l'aide en milieu ouvert, des services spécialisés, bref, quiconque peut apporter une solution est le bienvenu autour de la table. Un exemple, parce que nous avons en 2 ans plus ou moins résolu une 60aine de cas. C'est à la fois peu et beaucoup. Il faut bien vous dire que 60 cas sur un territoire comme Seraing, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais il faut aussi se dire qu'il y a quelques années, ces cas n'auraient pratiquement été pas résolus, peut-être pas même connus. Un exemple, parmi d'autres, parce que je crois que ça concrétisera mieux ce que je vous raconte là. Une petite jeune fille. Elle a 14 ans et demi. Et jusque-là, ses études se sont bien passées, se sont bien déroulées. Et puis subitement, indicateur, donc la petite sonnette d'alarme commence à sonner au sein de l'établissement, elle n'est pas là à toutes les heures de cours. Elle n'est même pas là à certains jours de cours. Et quand elle rentre à l'école et que ses professeurs, tout à fait normalement, lui demandent « Mais pourquoi t'es-tu absenté? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle devient d'une agressivité, d'une grossièreté à l'égard des profs qui est incroyable. Il y a un problème. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui lui arrive? Ça s'était toujours bien passé jusqu'à-là, qu'est-ce qui lui arrive? Là, le centre PMS entre en jeu. Après avoir eu une conversation avec l'élève, on l'oriente vers le centre PMS. Et il apparaît qu'en fait, cette petite jeune fille-là, quand elle est née, tout bébé, ses parents l'ont refusé. Ils n'en ont pas voulu. Et c'est la grand-maman maternelle qui s'est chargée de son éducation tout au long de sa jeunesse. Bon. Et ça s'est bien passé finalement. Jusqu'au moment, parce que le temps passe, où ma grand-maman est malade. Elle est clouée au lit. Et à ce moment-là, il y a un renversement. Le centre PMS décode évidemment cette situation. Il y a un véritable renversement de la situation. La petite fille qui était la protégée de la grand-mère devient sa protectrice. Elle doit être là. Grand-maman était pour moi pendant 14 ans à m'aider. Et moi maintenant, je vais être là pour elle. C'est mon tour. Et donc, elle trouve que c'est tout à fait normal de ne pas venir à certains moments à l'école. Et quand, évidemment, elle vient à l'école et que les professeurs lui reprochent de s'absenter, mais elle dit, mais ces gens, c'est des fous, c'est des monstres. Ils me reprochent de ne pas trahir ma grand-mère. Alors là, c'est évidemment, bon, on a bien compris la situation, il fallait en sortir. Mais
L'école n'a pas de solution. On ne va pas demander aux professeurs, aux heures de fourche, d'aller tenir la main de la grand-maman ou d'aller faire le ménage. Le centre PMS non plus n'a pas de solution. Mais par contre, on se doute bien que dans une situation comme celle-là, je crois que ça s'est réglé en 3 heures. 3 heures. Il y avait dorénavant dans cette maison un service quotidien de soins à domicile, d'aide à domicile, etc., que la petite fille n'aurait jamais pensé, je suppose, à demander. Ça s'est bien déroulé, ça a été vite. Ça a même permis que cette petite pour laquelle on avait pensé éventuellement à l'orienter vers un espace tremplin en se disant, elle n'en a pas eu besoin. Elle n'a eu besoin de rien d'autre. Ça a très bien marché et très vite. Le maillage social, ce n'est pas multiplier et faire passer tout le monde par toutes les mailles. C'est trouver la maille qu'il faut là où il faut. Vous me dire, tout ça, c'est pas bien original. Vous savez, le CPAS, vous l'avez pas inventé. Le service de médiation, etc., c'est pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. CPAS ni CPMS, c'est pas nous qui les avons inventés. Mais dans le cas de la petite fille, c'est pas le CPMS qui a téléphoné au CPAS. C'est Claudine du CPMS qui a téléphoné à Jean-Marc du CPAS pour lui dire « Demfé », comme on dit à Liège. Il faudrait que tu bouges un peu, hein, parce qu'il y a une sacrifice qui ne s'il y a un problème. Hein. Et ça, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Parce que, finalement, non seulement par le maillage, ce qu'on a voulu, c'est qu'on sache le plus vite possible à quelle porte on peut aller frapper pour avoir la réponse, mais qu'en plus de ça, quand on ouvre la porte, on sache déjà quelle tête on va avoir devant soi. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Moi, je vous raconte tout ça la bouche en cœur en vous disant comme c'est beau, mais il ne faut pas être angélique. Hein. Ça n'est pas facile du tout. Du tout. Comme dirait quelqu'un, c'est pas gagné d'avance. Hein. En fait, il faut bien vous dire qu'on a dû lancer véritablement des tas de rencontres préalables pour mettre ça en place. D'abord, pour mettre les gens en confiance les uns par rapport aux autres. Au début, chacun venait s'asseoir autour de la table, le couteau entre les dents, persuadé que tous les autres étaient là pour prendre son job. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas, pourquoi est-ce que lui fait ça? Moi, c'est mon rôle, moi j'ai toujours fait. Bon. Il a bien fallu délimiter les rôles de chacun. Il a fallu que chacun apprenne le langage de l'autre. Il a fallu aussi, quelque part, que chacun apprenne le mode de fonctionnement de l'autre. Ah bon, toi, quand tu fais ça, tu dois faire toutes ces démarches-là. Je n'imaginais pas. Et là, alors, on commence à comprendre pourquoi certaines choses ne se font pas toujours comme on peut l'imaginer. Eh bien, il a fallu tout un temps pour mettre tout cela en place. Et puis, là aussi, où on a d'ailleurs encore de grosses difficultés, c'est que vous imaginez qu'on parle de situations problématiques, qui comportent une part non négligeable de confidentialité. Et là, nous entrons sur un terrain très difficile auquel nous devons vraiment nous atteler, c'est le problème de ce que l'on appelle le secret partagé. Il est un fait que, un certain nombre d'intervenants, CPAS, SAJ, services de médiation, AMO, etc., sont liés par des codes de déontologie qui sont très clairs, très contraignants. L'enseignant aussi a une déontologie, un devoir de discrétion et de réserve, mais qui me semble, ou en tout cas ne paraît pas aux autres intervenants, du même niveau et du même registre. Et ça amène parfois un certain nombre de problèmes. Oui, mais lui, je n'oserais quand même pas lui dire ce genre de choses-là, parce qu'on ne sait jamais où il va aller. Bon. Et on se tait. Et quand on se tait, on ne trouve pas de solution. Donc ça, c'est un genre de problème que nous risquerons d'avoir. Maintenant, quant à l'avenir, je suis optimiste. Enfin, tout en disant que être optimiste par rapport à ce genre de problématique, il faudrait mieux qu'il n'y en ait plus. Mais cela étant dit, Madame la ministre signalait tout à l'heure qu'on allait changer le problème de la poursuite de l'accrochage scolaire et de l'absentéisme. En fait, on va passer d'un système qui était purement quantitatif et vécu, elle a utilisé les mots, administrativement, tant par l'enseignement que par l'aide à la jeunesse,
c'était le signalement de 20 demi-journées d'absence à justifier. Critère très focalisé et très quantitatif. Maintenant, on passe à quelque chose, c'est l'article 19 du décret du 15 décembre, on passe à autre chose, où on va dire maintenant, le chef d'établissement, dès l'instant où il a suspicion qu'un des jeunes qui se trouve dans son école connaît une situation de danger par rapport à sa personne, par rapport à ses études, etc., et parmi les critères, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres, ses absences, eh bien, il doit en référer à l'aide à la jeunesse. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est large, c'est qualitatif, ça laisse évidemment la place à l'interprétation large. Et j'ai entendu certains chefs d'établissement, quand ils ont vu cette nouvelle réglementation, mi-figue, mi-raisin, je crois que ça tenait plus de la boutade, mais me dire, moi, dès que j'aurai terminé mes inscriptions au 1er octobre, j'irai remettre au Conseil de l'aide à la jeunesse la liste de tous les élèves de mon école, parce que, à mon avis, ils sont tous en danger. Ou en tout cas, moi, je n'y serai plus. Hein? Donc, il va falloir qu'on se pose des questions et se dire, attends, bon, rappelez que si on ne veut pas avoir l'effet contre-productif, c'est-à-dire que l'on réellement, l'aide à la jeunesse, apporte des solutions cohérentes et efficaces avec l'enseignement, ce serait de rappeler une chose d'abord, c'est que le Conseil de l'aide à la jeunesse, lui, il a un rôle supplétif. Ce n'est pas un intervenant de première ligne. Et donc, il faut d'abord, avant de venir le trouver, dire mais nous avons déjà essayé ceci, cela, il y a des pistes qu'il faut refermer, il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'une manière ou d'une autre, un maillage social, pas forcément comme il se vit à Seraing, c'est pas la seule façon de travailler, il y en a certainement d'autres, meilleures, plus spécifiques, peu importe. Mais ce sera une manière de travailler. Maintenant, je crois aussi que ça va s'installer, mais ça c'est une question, je vais dire, d'engagement professionnel et personnel. C'est une question de conviction aussi. C'est que la conviction, c'est que tout jeune qui naît est porteur d'un tas de potentialités et qu'il a le droit imprescriptible de les développer et de les réaliser. Et quand des obstacles de la vie viennent empêcher ce développement, cette réalisation, alors il est de notre devoir de citoyens et de professionnels de tout mettre en œuvre pour éradiquer ces problèmes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors tout d'abord, je voudrais vous dire qu'on m'a téléphoné hier soir seulement pour me demander de participer à cette journée. Et on m'a dit, écoute, tu verras bien ce que c'est, mais c'est un colloque, une journée sur le décrochage scolaire. Alors je suis arrivée ici. D'abord, ma première surprise, c'est de voir que c'est pas une réunion ou un colloque sur le décrochage scolaire, mais sur l'accrochage scolaire. Alors certains diraient que c'est la même chose. C'est évidemment pas du tout la même chose. Accrochage étant un terme positif, on l'a bien vu dans toutes les interventions, qui signifie qu'il y a déjà une dynamique pour enrayer le décrochage, qu'il y a déjà des pistes, des recettes, des expériences, et c'est ça que nous avons entendu aujourd'hui, des témoignages de personnes, de services, d'enseignants, de directeurs qui travaillent justement à cet accrochage scolaire. Avec peut-être, moi c'est en tout cas ce que j'ai entendu, une constante, le mot cogestion, le travail d'équipe. On a vu d'ailleurs ce matin dans les intervenants beaucoup de duos, des enseignants avec des psychologues, des éducateurs avec des directeurs, et qui ont tous mis l'accent sur ce travail à faire en collaboration, sans oublier bien sûr celle des parents dont on a moins parlé, vous l'aurez remarqué. Alors ne pas être seul, c'est donc une des constantes, une des phrases que moi en tout cas j'ai en plus entendu ce matin. Et si je comprends bien, fini l'image du professeur, de l'enseignant, seul devant sa classe, une classe qui n'écoute pas. Alors il y a l'équipe enseignante bien sûr, les autres professeurs, le directeur, le préfet, le proviseur, ou pardon mesdames, la directrice, la préfète, la proviseure, mais aussi ce que j'appellerais la possibilité de faire appel à l'équipe, aux outils dont la communauté française s'est dotée au fil des années. On l'a entendu, il y a eu plusieurs services. On a d'abord entendu les pompiers, comme on les a appelés, le service des équipes mobiles pour les urgences,
qui essaie, disait-il, de rendre le jeune actif par rapport à son futur, de redonner confiance aussi, une dynamique à l'équipe enseignante pour, je cite, que le climat redevienne propice aux apprentissages. C'est ce que disait donc un de ces pompiers de service. Alors, les services de médiation aussi, ces personnes, si j'ai bien compris, indépendantes, et on l'a vu beaucoup dans les petits dessins qui nous ont été proposés, indépendantes au sein de l'école, ouvertes au dialogue, dont le rôle est le même, redonner confiance aux équipes, mais qui ont la possibilité aussi de prendre le jeune hors de la structure pour travailler plus personnellement avec lui, sur sa manière d'être, bien sûr, mais aussi sur ce lien qui doit se ressouder avec la structure d'enseignement. On l'a vu aussi avec une des présentations, ces équipes de prévention, de médiation, qui ont un grand rôle de prévention, justement. Autre équipe, ou en tout cas autre outil, le service de l'obligation scolaire dont on vient de parler, les services d'accrochage scolaire, ça n'a pas besoin de résumer puisqu'ils viennent juste de parler. Alors ça c'était les outils, c'était déjà un travail en moins pour moi, les outils, donc ça c'était les services, et puis surtout ce matin, moi je trouvais ce formidable potentiel qui est né de la pratique de petites équipes qui ont décidé de faire de l'accrochage une de leurs priorités. Ces équipes qui se dépensent sans compter, pour encore citer une des intervenantes. C'était donc tous ces témoignages de bonnes pratiques, ces interventions aussi, et toujours, vous l'aurez remarqué, basés sur la collaboration entre tous. Je crois que tous les intervenants et tous les témoignages de bonnes pratiques qu'on a vus étaient basés sur ce même principe. Il y a eu l'équipe PMS qui travaille à l'élaboration des plannings, à la structuration du travail. Il y a eu une autre équipe pluridisciplinaire qui essaye d'aider le jeune à retrouver le sens de sa vie, de ses études. On a vu la réalisation d'un CD, le travail d'écriture, le conseil de la loi, bref, beaucoup d'exemples. Une somme d'idées nées au fil des ans, des pratiques, du fait de personnes qui avaient décidé d'agir pour que cet accrochage devienne réalité. Et là, j'avais l'impression que c'était le désir, l'envie qui avait été le premier pas pour avancer. Et à tous les niveaux, puisque Madame Meurice nous a parlé en début de séance de l'importance de cet accrochage dès la maternelle. D'autres témoignages ont insisté sur le moment crucial qu'était la 4e année, par exemple, dans le secondaire, celle des orientations. Bref, une action à mener en collaboration horizontale, tous les acteurs, ça on l'a maintenant compris, mais aussi en collaboration verticale, tous les niveaux. Alors je le disais, le premier pas, il m'a semblé entendre que c'était l'envie et le désir. Le deuxième pas, pour moi, c'est l'échange d'expériences, de situations vécues. C'est ce que nous avons vu ici. Et c'est ce à quoi nous allons vous inviter dans un moment, puisque vous savez qu'il était prévu que vous puissiez réagir à toutes les interventions que vous avez entendues. Vu l'heure, ce ne sera pas possible. Donc ce deuxième pas, on vous invite à le faire devant un verre, parce que je suis sûre en plus que vous avez tous faim et soif. Et puis, moi, je dirais que la troisième étape, c'est l'avenir, c'est la vôtre, c'est l'action, et que c'est maintenant à vous de jouer.